Malheureusement, beaucoup de mes collègues économistes vivent dans un monde qu'on pourrait qualifier d'autiste, dans lequel ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller discuter avec les écologues, les biologistes, les physiciens, les thermodynamiciens en particulier, pour comprendre ce qui se passe, et ça donne des bêtises comme celle que raconte, je vais le nommer quand même, William Nordhaus, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, qui dit avec plus 6 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle, nous n'avons que moins 10% du PIB réel au niveau mondial. Et ça, c'est ce qu'on va avoir en France avec 2 mois de confinement, c'est tout. Oui. Voilà, donc Nordhaus raconte évidemment des bêtises. Yael Giraud, nous avons évoqué le congrès de Marseille. Alors j'ai vu que vous aviez tweeté, je crois que c'est hier ou avant-hier, votre vœu que ce congrès soit l'équivalent de la COP 21 pour le climat. Et vous en avez profité aussi pour relayer l'appel du pape François à réparer la Terre. Mais cette réparation, elle réside surtout pour vous dans le couplage économie, des modèles économiques et écologiques. Est-ce que vous pouvez synthétiser votre vision? Oui, je peux en dire un mot. Alors évidemment, ces couplages-là ne suffisent pas du tout pour réparer la Terre, soyons bien conscients de ça. Mais en tout cas, ça me paraît indispensable. Pourquoi? Parce que les travaux du GIEC, que la plupart d'entre vous connaissent, sont construits, et à juste titre, ce n'est pas une critique vis-à-vis du GIEC, ils sont construits en postulant une trajectoire d'émissions de CO2, les fameux RCP dont vous avez entendu parler, RCP 8.5, 2.6, etc. Et en disant, si la trajectoire d'émissions de CO2 au niveau planétaire suit cette courbe-là, alors voilà quelle sera la température, la pluviométrie et l'âge du capitaine. Or, si on veut mettre en œuvre une transition écologique, il faut pouvoir endogénéiser la courbe d'émissions de CO2 et dire, par exemple, si on mettait en place au niveau mondial une taxe carbone à 300 € la tonne en 2030, comme le préconise la commission Stern-Stiglitz, à laquelle j'ai participé, qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait la réduction des émissions de CO2 qui s'en suivrait, mais aussi éventuellement une transformation radicale de notre système productif, etc. Et donc, il faut endogénéiser la courbe d'émissions de CO2. Mais pour ça, il faut pouvoir coupler et faire dialoguer des modèles climatiques, et puis les modèles que les écologues comme Gilles peuvent construire, avec les modèles des économistes. Et c'est là que la difficulté survient, parce que l'épistémologie de ces différentes communautés scientifiques est complètement différente. La majorité de mes camarades économistes, brillants, il n'y a pas de doute, travaillent dans un monde complètement statique, où il n'y a pas de monnaie, où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière. Les 2 premières lois de la thermodynamique sont violées allègrement tous les jours. Alors, vous ne pouvez pas coupler de tels modèles, complètement fantaisistes en vérité, avec des modèles scientifiques rigoureux, qui sont tous, pour ceux qui voient ce que ça veut dire, des systèmes dynamiques. Donc le temps passe, l'entropie augmente, des systèmes dynamiques non linéaires, c'est-à-dire que demain n'est pas juste la reproduction homothétique d'hier, des systèmes dynamiques dans lesquels il y a de la complexité et de l'émergence, des boucles de rétroaction en permanence entre les tas de systèmes différents. Bon, tout ça est complètement absent de 99,9% des modèles des économistes. Donc il faut réécrire ces modèles et apprendre à les coupler avec des modèles de climat et des modèles des écologues. Là où c'est le plus compliqué, à mon avis, c'est justement le travail de dialogue avec quelqu'un comme Gilles sur la biodiversité, parce que certainement la biodive, c'est ce que les économistes ont le plus de mal à appréhender. Oui. Comment est-ce que vous la quantifiez? Il suffit. Alors, c'est bien de mesurer, par exemple, qu'il y a 3 milliards 500 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel américain depuis 30 ans. Ça, c'est un de mes collègues, Peter Mara, qui a montré ça. C'est très important, mais ça ne permet pas aux économistes d'appréhender, disons, une grandeur macroéconomique de la perte de biodiversité. Alors, une autre manière de faire, qui est plus, disons, dans l'état d'esprit des thermodynamiciens, c'est ce qu'on appelle l'appropriation humaine de la production primaire d'énergie grâce au soleil. En fait, on reçoit l'énergie du soleil, c'est notre source d'énergie principale. Et puis la planète, et Gilles sait ça mieux que moi, produit de la biomasse. Mais nous, par exemple, à travers l'artificialisation des sols, dont on parlait il y a un instant, quand vous bétonnez, vous mettez une dalle de parking, par exemple, vous empêchez le sol de produire de la biomasse grâce à l'énergie du soleil. Et donc ça, c'est l'être humain qui s'approprie une partie de l'énergie qui nous est donnée gratuitement par le soleil à différentes fins. Alors, on peut essayer de mesurer, par exemple, la perte d'énergie et donc de biomasse et donc de biodiversité provoquée par l'activité humaine et essayer d'y remédier avec, disons, un point de vue de macroéconomiste. Et valoriser les services rendus par la nature, en fait. C'est bien ça sûr, et valoriser. Alors là-dedans, il y a un sous-sujet qui est, faut-il vraiment essayer de donner un prix au tigre du Bengale? Moi, je pense que pas du tout, parce que son prix est infini. Et donc, c'est certainement pas en donnant un prix à la nature qui revient à dire que tout est substituable. Donc le tigre du Bengale serait substituable avec l'ours polaire. Il ne faut surtout pas entrer là-dedans, à mon avis, parce que vous voyez bien que la suite, c'est que nos vies humaines sont substituables.
Et il y a des économistes français, y compris auréolés du prix Nobel, qui vous expliquent qu'après tout, si des financiers spéculent sur les actifs financiers, sur vos contrats d'assurance vie, c'est la vie, c'est un marché, il y a une offre, une demande, etc. Et ça revient à donner un prix à votre vie. Oui, mais pour autant, on avance actuellement sur des expérimentations de triple comptabilité, par exemple dans le capital des entreprises, capital naturel, capital financier et capital humain. Donc on est quand même en train de s'approcher de ça. Ça, c'est excellent. Ça, c'est les comptables, notamment Jacques Richard en France et Alexandre Rambaud, qui font un travail absolument magnifique, mais qui ne sont pas tellement écoutés des économistes. Il faudrait qu'ils le soient davantage. D'accord. Très bien, je retiens alors. Qu'est-ce qui bloque, Gaël, à part effectivement ce fait qu'il manque encore là aussi des liens, le concept de globalisation et de la concurrence à la dent dure, est-ce qu'on va s'en sortir pour inventer autre chose? Et deuxième question, on est à un moment où on est en train de débloquer, en tout cas on annonce que l'on débloque au niveau gouvernemental des dizaines de milliards d'euros pour l'écologie et pour le vivant. Comment et qui va être le garant du fléchage de ces financements pour la biodiversité? Énorme question, heureusement qu'on a 3 jours pour en parler. Sur la première, je vais aller très vite et ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de Gilles là-dessus. Moi, je dirais qu'il y a un problème de fond qui est anthropologique. C'est qu'en gros, pour dire les choses très rapidement, et c'est un peu Philippe Descola qui dit ça, au XVIe, XVIIe siècle en Europe, nous nous sommes convaincus que l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci dit la vérité de l'humanité. Vous voyez cet homme qui a les bras écartés avec le triangle, le cercle, etc. C'est un homme blanc, il n'y a pas de femme, l'altérité féminine est absente. Il est adulte, en bonne santé, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de personnes âgées, et la nature est absente. Donc c'est un homme qui est dans la solitude métaphysique totale. De quoi est-il armé? D'un triangle et d'un cercle, donc de la puissance de la géométrie. Et c'est lui qui accomplit cette espèce de fantasme qui est la domination de la nature par la science. Alors que la science n'est pas là pour dominer la nature, mais pour nous aider à dialoguer avec elle. Je ne sais pas ce qu'en pense Gilles, mais voilà. Totalement d'accord, bien sûr. Bon. Et donc la question, c'est comment aujourd'hui on arrive à traverser cette anthropologie qui malheureusement nous habite, et qui nous fait comprendre qu'il y a un lien profond entre la maltraitance des femmes. Il y a quand même une femme sur 10 qui se fait violer en France. Tous les 3 jours, il y a une femme qui se fait tuer par son conjoint en France. La maltraitance des femmes, la maltraitance de la nature, des enfants, tout ça, il y a un lien très profond. Alors c'est ce que Jacques Derrida appelait le carno-phallogocentrisme. Vous savez, ce philosophe français qui est mort il y a quelques années. Carnot, la viande, quand je mange de la viande, alors moi je suis végétarien, mais quand les non-végétariens continuent de manger de la viande, ils se signifient à eux-mêmes qu'ils sont tout en haut de la pyramide trophique des prédateurs. Carnot, phallogo, la maltraitance des femmes, on vient d'en parler, et logocentrisme, c'est-à-dire cette imagination des Européens qui croient que le logos grec, la rationalité grecque, est vraiment universelle et leur donne une supériorité de droit sur toutes les autres populations humaines. Alors que les autochtones d'Amazonie au Brésil ont beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de sagesse à nous apprendre. Bon, moi je crois que c'est ça, il y a un problème de fond, c'est cette anthropologie-là qu'il faut réussir à traverser pour nous renouer peut-être avec un autre type d'anthropologie, une anthropologie relationnelle, où je prends conscience, moi comme personne, que je ne suis vivant que grâce à vous, grâce à la relation que j'ai avec vous, homme-femme, vieux, jeune, européen, non-européen, avec la nature, etc. Vous voyez, il y a cette... voilà. Et que l'humanité, c'est un nœud de relation, et qu'en dehors de ce nœud de relation, il n'y a pas d'humanité possible. Ça, c'est inventé. Mais il y a un deuxième aspect, je vais être très rapide, qui est plus économique, parce que j'ai été un tout petit peu surpris d'entendre tout à l'heure quelqu'un qui disait, les patrons d'entreprise qui lui disent c'est pas mes actionnaires qui bloquent. Je pense qu'il y a quand même un vrai problème de blocage de nos entreprises qui sont capturées par l'exigence de rendement sur action d'un certain nombre de leurs actionnaires, et en particulier les fonds communs de placement, qui s'intéressent assez peu en moyenne à la vérité du business des entreprises, mais qui demandent simplement du 10% de rendement sur action par an, dans un monde où il n'y a plus de croissance. C'est pas une apologie pour la croissance, mais dans un monde où il n'y a plus de croissance, ça oblige les entreprises, en fait, pour être très honnête, à flinguer leur business, à renoncer à des investissements de long terme, en particulier des investissements verts, pour simplement pouvoir promettre des rendements exorbitants, absolument sans fondement économique à leurs actionnaires. Là, il y a une vraie difficulté. Et une deuxième difficulté qui est le monde bancaire, parce que si vous voulez financer la reconstruction écologique, et là-dessus je réponds à votre question sur le plan de relance. Le plan de relance est très très largement insuffisant. En vérité, il va y avoir 60 milliards d'argent français, 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, qu'on va devoir rembourser beaucoup plus tôt que si on avait emprunté sur les marchés financiers. Ces 60 milliards, il y a une partie de cet argent qui était déjà de toutes les manières prévue. Oui, ça c'est toujours le problème des annonces. Hein, voilà. Donc les 4 milliards par exemple les 4 milliards sur le train, en fait l'État dépense 4 milliards tous les ans sur le train. Donc c'est pas de l'argent nouveau. C'est pas, alors, on maquille en plan de relance quelque chose qui, à mon avis, en réalité, est un programme d'austérité budgétaire.
Ce qui n'est pas très tolérable. Hein. Ce qui n'est pas acceptable du tout, à mon avis, puisqu'on est en train juste de reconduire le monde d'hier, en faisant semblant de laisser naître le monde de demain. Voilà, donc il n'est pas du tout à l'échelle, et ensuite, il n'y a aucune éco-conditionnalité, comme vous le savez, notamment dans les subventions qui ont été accordées à un certain nombre de secteurs qu'en fait, on devrait abandonner, ou en tout cas réduire à la part congrue, à savoir l'aéronautique et la voiture thermique. Qu'est-ce qui bloque fondamentalement, à mon avis, c'est le secteur bancaire. Je n'ai pas de dents spéciales contre les banques, mais le secteur bancaire, pourquoi? Parce que nos banques, les grandes banques, qui ont financé la révolution industrielle et la consommation de masse liée au pétrole en 1945, à partir de 1945 en Europe, elles ont dans leur bilan des actifs qui sont le reflet de ce qu'elles ont financé dans le passé, qui sont le legs du passé, dont elles héritent. Bon. Et donc elles ont des centaines de milliards dans leur bilan d'actifs dont la valeur sera nulle si vraiment demain matin on décide par exemple que le charbon est un actif échoué, un stranded asset en anglais, c'est-à-dire ne vaut plus rien parce que plus personne n'a le droit de brûler du charbon. Et donc les banques le savent très bien, elles savent que si on faisait sérieusement la reconstruction écologique demain matin, la plupart d'entre elles seraient en faillite. Alors quelqu'un l'a dit explicitement, ça, parce qu'on n'entend pas beaucoup, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui est un Canadien, en 2015, juste avant la COP21, juste après la publication de l'encyclique Laudato Si, dans une conférence qui est devenue très célèbre dans le milieu financier, qui s'appelle La tragédie des horizons, qu'il a tenue devant la Lloyd, donc en septembre 2015, où il a dit en fait il y a 3 types de risques associés au dérèglement écologique qui menacent la stabilité financière. La destruction des actifs, donc ça par exemple c'est la montée des eaux qui détruit un certain nombre d'usines ou d'hôtels et de spas de luxe qui sont sur les littoraux. Bon. Et ça c'est un énorme problème pour les assureurs qui perdent des centaines de millions pour l'instant, bientôt des milliards, à cause des actifs qu'ils sont censés assurer, qui sont détruits par le réchauffement climatique. Deuxième grand risque, et c'est ça qui nous intéresse, ce que Carney, avec une espèce d'euphémisme, a appelé le risque de transition, c'est-à-dire le fait que si on va trop vite vers un monde très vert, nos banques sont en faillite. Voilà. Et puis le troisième risque, c'est le risque juridique, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'affaire du siècle, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de citoyens se coalisent pour porter plainte contre les décideurs, aussi bien privés que publics, qui ne tiennent pas leurs engagements, en particulier l'accord de Paris. Et donc, si les banques elles-mêmes savent que si on était sérieux au niveau de la transition écologique, elles seraient en faillite, en fait, d'abord, elles ne peuvent pas le dire, donc elles font du greenwashing, et ensuite, dès que quelqu'un a vraiment envie de le faire, elles vont le voir, elles lui disent « Bon, mais tu es gentil, mais paye peut-être tes dettes d'abord, puis on rediscutera ensuite. » Vous voyez ? Merci. Bon, sur cette question, c'est tellement vrai ce que vous dites, et notamment concernant les actionnaires, qu'il a fallu créer à travers la loi Pacte, un nouveau statut qui permette d'engager pleinement les actionnaires et de les engager jusqu'à ce type de décision concernant, par exemple, la distribution des dividendes. On va